Hello à tous, ici Claire Virose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion, le podcast dédié à la reconversion professionnelle à quelques stades qu'elle en soit. Je suis Claire Virose, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je reçois ici chaque lundi un nouvel invité qui a osé la reconversion. Oser la reconversion est aussi disponible en version filmée sur YouTube si vous êtes curieux de découvrir encore plus les invités. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook du podcast pour prolonger la discussion. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Pascal et Thierry de Transition Pro Nouvelle-Aquitaine. Leur métier, c'est changer le vôtre. Pour le premier épisode hors série, comment financer sa reconversion et se reconvertir sans risque financier. Après vous avoir inspiré avec des dizaines de témoignages de reconversion réussis, je suis très heureuse de pouvoir vous présenter enfin cette hors-série qui vous explique concrètement comment sauter le pas, et ce, sans avoir besoin de prendre de risques financiers. Il existe en France énormément d'aides et de subventions pour se reconvertir ou encore lancer sa boîte, mais il n'est pas toujours évident de les connaître et surtout de comprendre comment ils fonctionnent et comment en bénéficier. Pascal et Thierry sont responsables au sein de Transition Pro Nouvelle-Aquitaine, une association qui vous aide gratuitement à vous reconvertir grâce à des dispositifs financiers ou encore des ateliers webinaires. Ils nous présentent aujourd'hui les différents dispositifs financiers qui existent pour se reconvertir gratuitement. Par exemple, comment suivre une formation pour changer de métier tout en restant salarié de son entreprise et continuer à percevoir son salaire. Comment démissionner de son job pour créer son entreprise tout en percevant les allocations chômage et ce, sans rupture co. Ou comment faire reconnaître une expérience professionnelle pour faire évoluer sa carrière. Pascal et Thierry nous donnent surtout toutes les clés de l'intérieur pour monter un bon dossier afin de vous donner toutes les chances pour que votre dossier soit accepté et financer totalement votre reconversion. Un épisode hors série pour enfin sauter le pas et oser la reconversion. Mais je vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Pascal et Thierry. Bonjour Pascal et Thierry, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de vous accueillir. Bonjour Clairvy. Bonjour Clairvy. Aujourd'hui, on a le premier épisode hors série. Vous allez nous dire comment financer sa reconversion parce que oui, on peut se reconvertir tout en étant payé. Alors, ça va énormément intéresser les auditeurs d'Oser la reconversion et j'ai hâte que vous nous disiez tout. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Quel est votre métier? Bonjour, donc Pascal Peyret, je suis le responsable du pôle référent parcours de formation au sein de Transition Pro Nouvelle-Aquitaine. Les référents parcours, c'est l'équipe qui fait l'analyse technique des dossiers justement de reconversion qui sont présentés à la commission paritaire de notre région. Bonjour tout le monde, donc je suis moi Thierry Dubuisson, donc je suis un des référents de parcours pour Transition Pro Nouvelle-Aquitaine et également référent territorial sur un dispositif qui est le dispositif Transco, Transition Collective. Alors, vous, concrètement, votre métier, c'est d'aider les autres à se reconvertir, à changer de métier. Est-ce que vous pouvez nous présenter Transition Pro, qui est un dispositif national, et vous êtes plus spécifiquement à Transition Pro Nouvelle-Aquitaine? Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que c'est et quel dispositif vous avez? Alors, Transition Pro Nouvelle-Aquitaine, c'est en fait le nouveau nom d'une ancienne structure qui était peut-être plus connue, qui s'appelait le FONGECIF Nouvelle-Aquitaine. Enfin, il y avait 18 FONGECIF en France. Et, donc maintenant, le congé individuel de formation a disparu et a été transformé sur un autre dispositif qui s'appelle le projet de Transition Pro. Donc voilà, c'est pour rappeler un petit peu l'histoire. Donc sur nos dispositifs... Eh bien, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont à l'ordre de 5. Alors, principalement, donc, c'est le projet de transition professionnelle qui risque d'attirer peut-être le plus de salariés pour reprendre, voilà, les modalités, effectivement, que tu avais évoquées, Clairvy, en début. Donc, le PTP, le fameux PTP. Bien sûr, le dispositif démissionnaire, qui est un dispositif qui a trouvé son rythme de croisière et qui se développe de plus en plus. Le dispositif, donc, Transco, transition collective, qui s'adresse un peu plus particulièrement aux entreprises qui peuvent avoir des problématiques ou des mutations économiques liées à différentes sources. Nous avons également le dispositif VAE, la validation des acquis de l'expérience. Et enfin, le petit dernier, le dispositif CLEA, le fameux socle de compétences. Alors voilà, c'est les 5 dispositifs qui nous ont été confiés par la loi, mais on a des missions transverses qui sont de l'analyse des besoins en compétences, qualifications,
sur notre territoire. Nous avons aussi, nous sommes en charge du suivi de la qualité des parcours de formation que nous finançons, et aussi d'assurer la mise en œuvre du conseil en évolution aux professionnels sur notre territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Oui, parce que c'est vrai que vous avez donc tous ces dispositifs de financement pour aider les auditeurs à se reconvertir tout en étant rémunérés. Et en même temps, vous animez aussi des ateliers, des webinaires. Donc, c'est vrai que les auditeurs peuvent aller voir vos webinaires sur votre chaîne qui expliquent un peu, qui donnent des clés. Mais nous, les clés qui nous intéressent surtout aujourd'hui, c'est comment se reconvertir en étant rémunéré. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter concrètement les dispositifs? Par exemple, c'est quoi le PTP? Qu'est-ce que c'est exactement? À qui ça s'adresse? Alors le PTP, alors c'est vrai que c'est le dispositif qui permet d'avoir un maintien de rémunération pendant un temps de formation. C'est un dispositif qui s'adresse aux actifs dits occupés, c'est-à-dire qui sont soit sous contrat CDI ou qui ont pu avoir des contrats CDD, des missions d'intérim ou être des intermittents du spectacle, et avoir donc possibilité d'un maintien de rémunération pendant cette période de formation. PTP n'est pas le seul à pouvoir permettre une rémunération. Il y a aussi Transition Co qui a cette possibilité. Oui, la différence majeure entre les deux dispositifs, même si finalement ils sont assez proches, c'est que le PTP, c'est vraiment le salarié qui est à l'initiative de ce projet et qui va nous faire lui-même donc sa demande, bien sûr en respectant des cadrages, je dirais, alors que le dispositif Transco, lui, c'est plutôt un dispositif qui va être à l'initiative de l'employeur. Voilà. Bien sûr, les salariés sont volontaires pour entrer dans ce dispositif, mais voyez, l'un vient du salarié, le PTP, et l'autre vient de l'employeur, le dispositif Transco. Maintenant, dans l'architecture, je dirais, de ces dispositifs, comme le disait Pascal, effectivement, prise en charge de la rémunération durant tout le parcours de formation pour les salariés en CDI ou en CDD, intérimaires et intermittents du spectacle, bien évidemment, et prise en charge, bien sûr, du coût pédagogique de la formation, c'est-à-dire du prix de la formation, là aussi, bien sûr, avec un cadrage sur nos tarifs de prise en charge. Donc, ça veut dire que moi, si demain, voilà, j'en ai marre de mon travail, j'en ai marre de mon job, demain, j'ai envie de suivre une formation pour changer complètement, je peux garder à 100% mon salaire actuel? Alors, cela va dépendre du salaire actuel que vous avez aujourd'hui, Claire. Ouais. On a des limitations, c'est-à-dire que pour un salarié qui perçoit aujourd'hui un salaire inférieur à 2 fois le SMIC, si son dossier est accepté par notre commission, sa rémunération sera prise en charge à 100%. Par contre, pour les salariés qui, on va dire, ont un plus gros salaire, qui dépasse 2 fois le SMIC, là, il y aura un reste à charge, à la fois un petit reste à charge sur le coût pédagogique, donc de la formation, et à savoir un reste à charge aussi sur la rémunération. Grosso modo, on va prendre, nous, entre 80 et 90% de la rémunération, et il y aura un petit reste à charge pour le salarié. Et en général, il y a un gros reste à charge sur le coût des formations ou pas? Non, alors on a des barèmes maximum de coûts pédagogiques, c'est 18 000 euros hors taxe ou net de TVA, ça dépend si les organismes sont assujettis à la TVA, et 27,45 € de l'heure hors taxe ou net de TVA également. Donc la grande majorité des formations restent en deçà de ces barèmes. Alors c'est sûr que certains projets comme pilote d'avion par exemple, là on va à l'heure d'avion est plus cher. Tant que ça dépasse pas les barèmes de ces coûts pédagogiques, on peut prendre en charge 100%. Alors après, bien sûr, il y a des subtilités de réglementaires. Si vous travaillez 35 heures et que vous faites une formation que de 24 heures, ça sera 100% du salaire, mais sur les 24 heures de formation. Donc ça ne sera pas une prise en charge totale. Si la personne veut avoir un maintien de son salaire sur la base de ces 35 heures, elle sera peut-être obligée de revenir à son poste de travail ou d'accepter la minoration de salaire. Est-ce qu'il y a une durée maximale pour le maintien de salaire? Par exemple, si on a une formation qui dure 6 mois, c'est assez long. Est-ce que c'est pris en charge pendant ces 6 mois?
Complètement. Alors, effectivement, tout va dépendre si on parle de formation continue ou de formation donc continue à temps plein. Pour nous, aujourd'hui, une formation continue à temps plein, c'est une formation de minimum 30 heures par semaine. Donc 30 heures et plus. Et dans ce cas-là, si on parle dans ce cadre-là, on peut prendre en charge un coût pédagogique de formation pendant une durée de 1 an, encore plus que les 6 mois, hein, donc pendant 1 an de date à date. Par contre, si on parle de formation donc discontinue ou à temps partiel, moins de 30 heures par semaine, là, on s'en fiche de la durée. Ça peut être des formations sur 1 an, 2 ans, 3 ans. L'important, c'est que la totalité de la formation ne dépasse pas 1200 heures. Et alors, est-ce que vous pouvez nous présenter aussi le dispositif démissionnaire pour les auditeurs qui n'auraient pas forcément envie de suivre de formation et qui ont envie de lancer leur entreprise? Je sais que c'est le cas de beaucoup de nos auditeurs. Alors c'est vrai que c'est un dispositif qui est assez récent, qui s'est mis en place fin 2019, En donc novembre. en novembre exactement. Donc c'est vrai qu'avec la période de la pandémie, bon voilà, alors on n'a pas encore tout à fait un recul, mais on voit quand même des tendances hein, qui se dégagent. Lorsqu'on démissionne, logiquement, on n'a pas de droit aux allocations chômage. Pour autant, cette loi a créé un nouveau motif légitime de démission à la condition que la personne ait soit un projet de formation, soit un projet de création reprise d'entreprise, soit un projet de formation et création reprise d'entreprise. Il y a les trois possibilités. On était en 2021, on a eu de l'ordre de 1600 dossiers qu'on a acceptés. Donc dans ce dispositif, on ne finance pas, on donne simplement un avis sur le caractère réel et sérieux du projet. Et si la commission paritaire est convaincue de ce caractère réel et sérieux, à ce moment-là, une attestation est délivrée. Grâce à cette attestation, la personne va pouvoir démissionner, alors en suivant les procédures réglementaires aussi, en respectant les préavis, etc. Et elle pourra aller s'inscrire chez Pôle emploi. Pôle emploi donc va étudier l'ouverture de ses droits. Alors, petite précision, hein, ce qu'il faut bien dire, c'est que pour pouvoir y accéder à ce dispositif, il faut pouvoir justifier de 1300 jours travaillés dans les 60 derniers mois. Il ne faut pas qu'il y ait de trous sans interruption. Ça représente combien d'années du coup, ça à peu près? 5 ans, c'est 60 mois de travail. 5 ans. C'est cela la base. Donc c'est pour ça qu'on dit aux personnes qui ont cette volonté de démissionner pour mettre en œuvre leur projet, d'abord, obligation de passer par un CEP, ça c'est la règle, c'est ne rien faire, ne rien lancer avant d'avoir rencontré un conseiller en évolution professionnelle, de bien s'assurer grâce à l'accompagnement de ce CEP que les droits sont potentiellement ouverts à l'allocation retour à l'emploi, c'est-à-dire à l'indemnisation chômage, de bien voir aussi quelles vont être les modalités de financement de la formation qui la personne souhaite suivre, et puis bien sûr de bien travailler sur l'étude de marché, le business plan, si c'est un projet de création ou reprise d'entreprise. L'année dernière, 98% des dossiers qui nous ont été présentés grâce à tout le travail qui a été fait en amont avec le CEP, la commission a attesté du caractère réel et sérieux. Alors, je préciserai, à la différence du PTP, donc Pascal l'a bien dit, nous de l'autre côté, donc il n'y a pas de financement, hein, il n'y a pas de prise en charge financière, ni de la formation, ni de la rémunération sur ce dispositif. Et ce dispositif s'adresse aux salariés qui sont en CDI, hein, dans le secteur privé. À l'inverse du PTP, où là, ça pouvait s'adresser bien sûr toujours aux salariés du secteur privé, mais qu'ils soient en CDI, en CDD, intérimaire ou intermittent du spectacle. La démission, c'est vraiment les gens en CDI qui ont 5 ans d'ancienneté au moins sans interruption. Et comment on prend rendez-vous avec un CEP? C'est assez simple, on peut aller sur Internet, voilà, on tape conseil en évolution professionnelle, on va tout de suite trouver le lien Internet. Sinon, il y a un numéro de téléphone de mémoire 09 72 01 02 03. Alors, c'est la plateforme CEP sur la Nouvelle-Aquitaine qui est dirigée par le réseau EVA, voilà, sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine et qui regroupe différentes structures qui sont dispatchées en fonction donc du territoire. Donc, il suffit d'appeler sur la plateforme, de dire où vous habitez et là, automatiquement, on va vous proposer un rendez-vous au plus proche de chez vous. En sachant que les CEP
c'est aussi l'APEC qui, lui, ils vont s'occuper plus spécifiquement des cadres. Et Pôle emploi également a une équipe de CEP, mais là, exclusivement pour les demandeurs d'emploi. Et ça, c'est totalement confidentiel. Par exemple, moi, si voilà, j'aime plus forcément mon job, j'ai envie de démissionner pour lancer ma boîte, mais en même temps, j'ai un peu peur que finalement, ça soit considéré comme non sérieux et non réel. Ça, quand je vais prendre rendez-vous avec un CEP, c'est totalement confidentiel. Mon employeur, il sera pas du tout au courant. Jamais. Donc c'est complètement confidentiel. Vous êtes acteur et décideur de votre projet de reconversion professionnelle et surtout c'est absolument gratuit pour les salariés. Donc c'est vraiment une aide qui va être appréciée et appréciable et qui sera complètement gratuite. Donc les rendez-vous CEP, ça va être en fonction de où vous en êtes, ça va être en fonction de si vous êtes plus ou moins autonome. Donc ça peut être un seul rendez-vous peut vous suffire en tant que salarié pour avoir la réponse à toutes vos questions, mais si vous avez besoin de plusieurs rendez-vous, au fur et à mesure, vous reprenez rendez-vous avec votre CEP qui va vous accompagner jusqu'au bout. Et on peut aller plus loin, je veux dire, bon, là, on évoque la reconversion, mais pour toute personne qui souhaite aussi travailler sur son évolution professionnelle sans pour autant changer radicalement, le CEP est aussi un service, donc comme tu l'as dit, gratuit et qui est confidentiel pour tout salarié qui se pose des questions. Voilà. C'est super parce qu'en général, c'est plutôt payant tous ces services, enfin en tout cas ceux qu'on connaît. Donc c'est vrai que moi personnellement, je ne savais pas que ça existait et que c'était gratuit. Pendant combien de temps on va bénéficier des allocations chômage avec ces 2 ans? Alors c'est la réglementation de Pôle emploi qui s'applique. Donc si de mémoire, si on a moins de 50 ans, c'est pendant 2 ans. C'est vrai que nous, on n'a pas la main, bien évidemment, puisque c'est propre à Pôle emploi. Donc on encouragera toujours les salariés, et le discours des CEP ira dans ce sens-là, à encourager aussi les salariés à ne pas hésiter à se rapprocher de Pôle emploi pour avoir accès aux dernières informations. Parce que ce que l'on va dire aujourd'hui, peut-être que dans une semaine ou dans un mois, il y aura des choses qui vont changer. Tu as des scoops là, Thierry? Pas vraiment, mais enfin, la tendance est là, donc il vaut mieux aller toujours à la pêche aux infos. Et petite question, à quel point notre projet d'entreprise doit être avancé pour pouvoir bénéficier du dispositif démissionnaire? L'idée quand même de ces dispositifs, c'est de sécuriser les parcours. Donc l'idée c'est de pas quitter une situation quand même où la personne est en CDI vers quelque chose qui serait de l'inconnu, où il y aurait vraiment de grosses interrogations. Donc plus le projet va être travaillé en termes d'études de marché et de business plan, plus la commission sera convaincue du caractère réel et sérieux. L'objectif c'est pas que les personnes se mettent en difficulté, mais que justement elles puissent de façon autonome et en toute conscience passer d'une situation A à une situation B, avec tous les enjeux que ça a derrière, les enjeux économiques, les enjeux familiaux, les enjeux personnels, professionnels et autres. Concrètement, par exemple, si un salarié effectivement nous sollicite pour un projet de création d'entreprise, qui va nous mettre, sur ce projet-là, moi j'ai un apport de 10 000 euros, mais j'ai chiffré, je vais avoir besoin d'un emprunt de 40 000. S'il s'arrête à ça, la commission peut se dire, oui, mais il en est où de ses relations avec la banque? Est-ce que la banque le suit ou pas? Est-ce qu'on va prendre le risque finalement d'accorder un caractère réel et sérieux sans savoir si derrière, financièrement, il va être suivi par les banques par rapport à son emprunt dont il va avoir besoin pour lancer son projet? Donc on encouragera les salariés à aller toujours plus loin. S'ils nous parlent d'emprunt, de relations avec des banques, qu'ils aillent plus loin, qu'ils nous disent, j'ai déjà un accord, ou je vous joins mon accord, ou j'ai un accord oral, ou je suis en cours de négociation. Mais c'est pour moi, et je pense pour Pascal aussi, que ce soit le PTP, que ce soit le dispositif démissionnaire, c'est l'archétype même de dossier sur lequel il vaut mieux en faire trop que pas assez. Il faut vraiment se projeter dans l'avenir. Parce que quelqu'un qui quitte une situation, parce que à 60, les 2 tiers des dossiers, c'est des créations reprises d'entreprise. Quelqu'un qui a ce projet d'entrepreneuriat, je veux dire, il passe d'une situation de salarié à une situation d'indépendant. Et il faut qu'il anticipe toutes les conséquences, je veux dire, en termes de mutuelle, en termes d'assurance, de couverture, en termes de perte d'activité, d'investissement ou autre. Et donc, aujourd'hui, dans notre écosystème, il y a beaucoup de structures qui peuvent aider ces porteurs de projets, justement, de passer de l'idée à vraiment quelque chose qui est construit, qui s'appelle vraiment un projet. Alors, quelle serait la première étape pour les auditeurs, justement, pour construire leur projet?
Voilà, quand là, si maintenant ils se disent bon bah moi j'ai envie d'essayer d'avoir ces dispositifs de financement, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que c'est la première étape? Alors déjà, Clary, vous l'avez dit tout à l'heure, on a sur notre site internet, on a accès à plein de webinaires, mais que les personnes n'hésitent pas à venir à notre rencontre. Nous avons dans nos services des personnes qui sont en charge de l'accueil et de la recevabilité des demandes, qui organisent des flash infos régulièrement. Peut-être aussi participer à des ateliers qu'on a mis en place qui s'appellent les clés du PTP, justement pour bien en comprendre toutes ces subtilités administratives, financières, pédagogiques là qu'on a déjà évoquées en termes de critères, en termes de priorités. Voilà, donc la règle, je dirais, c'est s'y prendre bien en avance, prendre le temps. Déjà administrativement, amorcer la constitution d'un dossier, il faut au moins s'y prendre 4 mois à l'avance. En tout cas chez Transition Pro Nouvelle-Aquitaine. Il faut qu'il soit au moins complet et déposé auprès de nos services 3 mois avant le début de la formation. La commission, elle, décidera dans les 2 mois qui précèdent le début de la formation. À minima, je dirais, il faut s'y prendre au moins 6 mois à l'avance. Alors, j'irai plus loin. Donc, c'est vrai que la peur est normale pour un salarié. Le salarié qui n'aura pas peur, là, c'est là où il faut peut-être s'inquiéter. C'est là où il faut peut-être s'inquiéter. Et effectivement, donc nous, on est à leur disposition. L'association Transition Pro, on est là pour les recevoir, pour les accueillir, pour leur faire partager nos webinaires, nos ateliers. Ils peuvent venir en individuel, en tête-à-tête, ça peut être aussi en collectif au travers des ateliers. Et puis il y a aussi et toujours le CEP qui est là et qui va servir aussi à rassurer le salarié sur l'avancée de son projet, sa constitution et la faisabilité de son projet de reconversion. Et concrètement, on peut prendre rendez-vous sur votre site internet ? Alors, on peut prendre rendez-vous justement pour s'inscrire à ces ateliers, les clés du PTP, soit on peut aussi prendre rendez-vous pour les flash infos qui sont où on va donner les premiers b.a.-ba des dispositifs et des procédures. Et pour un entretien particulier, ça sera plutôt avec un CEP du coup. Si on est sur la partie vraiment projection, c'est-à-dire sur le projet, oui, aujourd'hui c'est le CEP qui a cette mission. Nous, on a une mission d'information, d'aiguillage, parce que des fois il y a des gens qui viennent à nous, mais on n'est peut-être pas le bon interlocuteur, parce que lorsque le projet formation, il doit quand même concerner un changement de métier ou un changement de profession. Mais quand c'est des fois des projets d'évolution, il y a d'autres partenaires que sont les OPCO, par exemple, pour les entreprises, pour financer des actions de formation dans le cadre du plan de développement des compétences des salariés au sein même des entreprises. Donc des fois, il faut faire refaire cet aiguillage. Et puis on informe sur tous nos dispositifs. Voilà, c'est notre mission. Et si on participe à un webinaire, par exemple, ou à un flash info, est-ce que déjà c'est aussi à distance ou c'est que physique ? Tout est ouvert. Vraiment, alors on peut le faire à distance, en visio, par téléphone, en présentiel. Vraiment, on essaye d'offrir aux salariés qui auraient besoin de nous toutes les modalités pour que ce soit le moins contraignant pour eux. S'ils peuvent se déplacer, tant mieux, parce que c'est vrai que c'est toujours plus sympa de rencontrer les gens, d'échanger. Enfin, on a cet ADN-là, nous, référents de parcours. Voilà, mais maintenant, s'ils ne peuvent pas se déplacer, si le timing est très serré, les autres moyens de contact, téléphone ou visio, sont également faisables sans aucun problème. Non, mais c'est vrai que c'est plus accessible, surtout quand on a déjà un travail, c'est plus accessible de le faire à distance. C'est vrai que pour rappel, il y a des transitions pro dans toutes les régions, donc vous, c'est Nouvelle-Aquitaine. Et alors, le critère, peut-être, c'est là où on réside, là où est notre entreprise. Quel est le critère pour savoir vers quelle transition pro on se tourne ? Il y a un double critère. Vous pouvez alors à la fois nous solliciter parce que vous habitez effectivement dans la Nouvelle-Aquitaine, et ça va de soi, mais ça peut être le cas aussi si votre entreprise réside en Nouvelle-Aquitaine. Et si vous êtes ailleurs, on peut avoir des entreprises qui sont centrées sur la Nouvelle-Aquitaine et puis des salariés qui travaillent en télétravail, qui peuvent être à l'extérieur. Et dans ce cas-là, dans la constitution des dossiers, on demande aux salariés de cocher une croix. Soit c'est parce que c'est son lieu de résidence, soit c'est parce que c'est le lieu de résidence de son entreprise. Les deux sont faisables. Et alors, concrètement, pour faire son dossier, est-ce que vous accompagnez les personnes à réaliser leur dossier ? Parce que vous disiez que voilà, ça dure 6 mois.
bon, ça peut faire peur quand on a déjà un travail, qu'on a peut-être déjà des enfants. On se dit, bon, si en plus je dois faire tout un dossier, que les personnes sont aidées à faire ce dossier. Alors, aujourd'hui, Clervy, tout est dématérialisé. D'accord? Donc, une personne qui veut monter un dossier auprès de nos services, il va sur notre site internet et il va créer ce qu'on appelle une fiche bénéficiaire qui va créer à elle-même un espace personnel. Et à partir de cet espace personnel, la personne va il y a trois parties dans un dossier. Il y a la partie qui concerne l'individu, le salarié hein, qui a ce projet de transition. Puis après, il y a le formateur. Et puis, il y a derrière l'entreprise. Donc, c'est un peu une sorte de marche en avant, même si aujourd'hui, les choses peuvent se faire, se combiner, peut avancer de façon asynchrone, comme on dit. Bon, la personne prend ces informations, indique quel est l'organisme de formation avec lequel il souhaite se former. Et ça, je crois qu'on ne l'a pas dit encore, mais c'est important. On peut pas non plus tout faire en termes de formation, Clervy. On ne peut envisager que des formations qui ont un objectif donc de changement de métier, changement de profession, mais dont le parcours de formation retenu est inscrit soit au répertoire national des certifications professionnelles, ce qu'on appelle le RNCP, soit au répertoire spécifique, donc le RS. On peut pas aujourd'hui, si les formations ne sont pas inscrites dans un de ces deux répertoires, la demande n'est pas recevable. Donc, il nous indique le nom de l'organisme, la certification visée. Automatiquement, ça envoie un lien à cet organisme-là qui, lui, va remplir sa partie, hein, donc calendrier, programme, devis, et puis va valider sa proposition de formation. Le salarié va consulter cela et puis il va dire oui, ok, ça correspond bien à ce que on avait convenu ensemble avec l'organisme de formation. Il valide donc la proposition de l'organisme de formation et automatiquement ça envoie une notification à l'employeur pour que lui puisse remplir sa partie. Donc partie importante parce qu'il faut qu'il nous indique les bases des éléments de rémunération, puisque si on a dit tout à l'heure qu'il fallait qu'on prenait en charge la rémunération, il faudrait qu'on sache comment il la calcule, et puis surtout qu'il donne la fameuse autorisation d'absence. Alors ça, justement, c'est une question importante. Donc ça veut dire que quand on veut faire ces démarches, on est obligé de prévenir son employeur avant même de savoir si ça va être validé. Exactement. Effectivement, la loi imposera aux salariés de faire une demande d'autorisation d'absence au moins 120 jours avant le démarrage de la formation, si on parle de formations qui vont durer plus de 6 mois. Pour les formations, effectivement, qui vont durer moins de 6 mois, la loi demande aux salariés de faire une demande d'autorisation d'absence au moins 60 jours avant le démarrage de la formation. Cette demande d'autorisation d'absence, on peut la faire effectivement par écrit et l'envoyer en courrier accusé de réception à l'employeur, ou bien on peut lui donner de la main à la main en récupérant un reçu comme quoi aujourd'hui, à telle date, voilà, il y a bien eu une demande d'autorisation d'absence qui a été déposée. Pourquoi c'est important d'avoir une date de démarrage? Parce que l'employeur a 1 mois pour répondre aux salariés, 1 mois maximum. S'il ne répond pas dans ce délai de 1 mois, l'autorisation d'absence est considérée comme acceptée. Donc c'est vraiment le point de démarrage aussi très important à ne pas rater. Cette autorisation d'absence, si on respecte pas le cadre légal, que l'employeur peut refuser la demande du salarié. Sinon, l'employeur ne peut pas refuser la demande du salarié. Il y a beaucoup de légendes urbaines, on l'évoque à chaque fois, hein, qui dit que l'employeur peut refuser 1 fois, 2 fois, 3 fois la demande du salarié. C'est complètement faux. L'employeur ne peut pas la refuser. Tout ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut la reporter. Mais la reporter, pas pour n'importe quelle raison. Il n'y a que 2 raisons légales pour faire ce report. Soit l'absence du salarié peut être préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise. En gros, vous êtes irremplaçable, indispensable. Donc, dans ce cas-là, demandez à votre employeur une augmentation, hein, directement, vous avez un bon motif. Ou bien, il peut le reporter s'il y a déjà eu plusieurs dossiers PTP qui ont été déposés en même temps. Hein. Il y a un barème, c'est en fonction de la taille de l'entreprise, hein, plus de 300 salariés, moins de 300 salariés. Donc, ce sont les 2 seules raisons légales de report, et ce report ne peut durer que 9 mois maximum. Voilà. Toutes les autres raisons qu'un employeur peut donner à un salarié pour reporter ou refuser son dossier sont, je dirais, nulles et non avenues, en tout cas ne sont pas légales, et c'est important que les salariés puissent connaître leurs droits. Et donc ça peut durer combien de temps? Je veux dire, est-ce qu'on peut, par exemple, décider de reprendre ses études carrément, faire 2-3 ans?
Ah, alors, c'est vrai que tout à l'heure, on a parlé des limites de prise en charge. Donc c'est vrai qu'on a des moyens financiers, mais ces moyens financiers sont contraints, hein, je veux dire, comme toute organisation financière. On a un budget annuel qui nous est contribution qui nous est alloué par un organisme qui s'appelle France Compétences. Pour donner une ordre d'idée, l'année dernière, on avait un budget de l'ordre de 40 millions et demi. Mais en fait, dans ces 40 millions et demi, il y avait d'abord des partenaires qui nous aidaient, des OPCO, la GFI pour les bénéficiaires des travailleurs handicapés qui nous donnait un coup de main financier de l'ordre de 900 000 euros. Et puis surtout, l'année dernière, il y avait aussi un plan de relance qui s'était greffé dessus, donc il nous avait donné les moyens. En contribution pure France Compétences, on avait de l'ordre de 32 millions 600 000 euros et cette année, je crois que c'est 34. Voilà. Donc nos moyens ils sont limités. Donc on priorise les cursus qui sont de 1 an maximum. Après réglementairement, la loi nous autorise à financer des parcours qui pourraient être plus ambitieux. Tu penses à quoi? Je pense surtout au parcours d'infirmière Oui. qui dure 3 ans. Ça nous est arrivé d'en financer, notamment au début du dispositif en 2020, où on a pu financer sur 3 ans, mais faut se rendre compte, un dossier 3 ans infirmière, c'est de l'ordre au moins de 100 000 euros. Ouais. Quand on additionne rémunération, charges patronales, coûts pédagogiques et éventuellement, ce qu'on n'a pas dit, la possibilité des fois de prendre en charge des frais de mobilité. Est-ce que par exemple on peut faire 1 an avec vous et puis continuer tout seul en fait ouais, est-ce que vous pouvez valider juste pour une durée limitée, pas forcément l'intégralité? Si on lit bien la réglementation, on finance pas une formation, on finance en fait l'accès à la certification. Donc logiquement, ce que l'on finance, c'est la possibilité de quelqu'un de tenter l'examen pour obtenir la certification. On est d'accord, Clairvy, si on se forme pas avant, on va avoir du mal à réussir la certification. Mais si par exemple sur l'école d'infirmière, on finançait la première année, on n'a pas le diplôme à la fin de la première année. Donc si on voulait suivre la réglementation à la lettre, ça serait la 3e année qu'il faudrait financer. Alors, on peut y arriver avec des partenariats, notamment l'Opco Santé. On a signé des conventions de partenariat qui nous ont permis de jouer en fait entre plusieurs dispositifs. Ou c'est le PTP, les OPCO, on le sait, c'est l'alternance, le plan de développement des compétences, etc. Donc eux aussi, ils ont des moyens qui peuvent venir en complément. Mais je dirais, donc ça peut arriver qu'on puisse financer la première année, par exemple, et que les OPCO puissent financer la 2e et la 3e année. Mais dans ce cas-là, il faut qu'on le sache dès le départ. Il faut pouvoir rassurer là aussi la commission dès le départ, et il faudrait qu'on ait, idéalement parlant, il faudrait que dans le dossier, le salarié puisse nous transmettre l'accord de l'OPCO, comme quoi, si nous, on finance bien la première année, il y aura un engagement pour le financement de la 2e et de la 3e. Ou de l'entreprise, parce qu'il y a des entreprises qui ont joué le jeu d'accompagner leurs salariés, voilà, en investissant sur leurs compétences. Donc c'est faisable, mais il faut pouvoir apporter aussi quelques petites garanties derrière. Parce qu'à 100 000 euros le dossier, c'est vrai qu'avec 100 000 euros, un dossier moyen PTP, c'est aux alentours de 25 000 euros. Donc avec un dossier d'infirmière, on pourrait financer 4 dossiers de salariés. Donc la commission, comme toute association, moi je le dis à chaque fois, on n'aura jamais assez d'argent pour dire oui à tout le monde, puisqu'on s'occupe de tous les salariés du privé, quel que soit leur secteur d'activité, ce qui nous fait beaucoup de monde. Donc c'est vrai que la commission va devoir trancher. Et est-ce qu'il vaut mieux financer le dossier d'une infirmière ou est-ce qu'il vaut mieux financer 4 dossiers de 4 salariés différents? Donc vous voyez, à chaque fois, il faudra pouvoir apporter des éléments qui pourront faire pencher la balance de la commission dans un sens ou dans l'autre. On pourrait faire le lien quand même avec un autre dispositif qui s'appelle la VAE. La VAE, c'est vrai que les gens ont toujours se sous-estiment souvent et disent je sais pas, non, moi je préfère commencer en bas, comme ça je fais step by step et puis comme ça je monte les différentes escaliers. Alors qu'ils pourraient très bien, sur une certification qui pourrait les intéresser, envisager de voir déjà s'ils pourraient faire reconnaître de leurs acquis d'expérience et valider certains blocs de compétences. Et à ce moment-là, envisager un parcours de formation qui viendrait compléter ce qui a déjà été acquis et qui ferait que le parcours serait peut-être moins long dans le temps. Et donc, ce qui au départ ne rentrait pas dans le cadre du PTP ou en tout cas n'était pas priorisé dans le cadre du PTP, à ce moment-là pourrait tout à fait rentrer dans le cadre du dispositif.
Je pense que le message pour les auditeurs, ce serait qu'il y a énormément de dispositifs qui existent, qui sont là justement pour aider les auditeurs à se reconvertir, avec tout un tas d'interlocuteurs, vous, les CEP, enfin voilà, il y a tout un tas de dispositifs qui existent. Pour les auditeurs, justement, ils se disent, bon, bah tout est possible, finalement, j'ai plein de choses qui s'offrent à moi. Mais par où ils commencent? Ils peuvent effectivement donc venir nous voir déjà pour peut-être un peu dépatouiller tous les dispositifs qui existent et L'aiguillage. voilà, ce petit aiguillage, voilà. On a ce rôle et on revendique un petit peu ce rôle de facilitateur. Donc c'est vrai que ce premier rendez-vous avec nous donc peut être important dans ce sens-là. Bien évidemment, nous à la fin du rendez-vous, on transmet nos coordonnées ou on donne nos coordonnées aux salariés. Et puis on reste à sa disposition en fonction de ses besoins. Alors certains nous rappelleront jamais, et d'autres peut-être au fur et à mesure de l'avancée de leur projet reviendront vers nous sur un point précis, etc. Donc c'est vrai que l'échange avec nous peut être un premier déblayage, un premier aiguillage. Et puis après il y a les échanges avec le CEP qui là concrètement vont lui permettre aussi de valider la pérennité de cette idée de reconversion. Avec les conseils du CEP, il va petit à petit arriver à bien valider la véracité, la faisabilité de ce projet et surtout, est-ce qu'il va pouvoir en vivre après? Puisque l'idée, c'est ça, c'est pas d'aider les gens à se fracasser contre un mur, mais c'est d'aider les gens à se reconvertir vers un métier où il y a du boulot demain et où ils pourront vivre. Si on doit vraiment baliser un chemin pour rassurer le salarié, donc voilà, peut-être que la première étape de venir nous voir, de se renseigner auprès de nous sur les différents dispositifs qui existent et quel serait celui le mieux adapté au projet du salarié. Deuxième étape, échange avec le CEP. Donc la première étape, c'est vous. S'il a besoin justement de conseils pour au travers de tous les dispositifs que l'on propose, savoir quel est celui qui serait le mieux adapté et comment ça marche, quoi. Oui, parce que je pense que le message, c'est qu'il y a énormément de dispositifs, mais c'est vrai que c'est difficile, je pense, de formaliser un projet quand on ne sait pas ce dont on peut bénéficier, ou vous voyez ce que je veux dire. Et aussi, c'est vrai que je voulais vous poser la question. Voilà, j'ai envie de faire toute autre chose, de faire une formation complètement différente de ce que je fais. Et finalement, quand je fais cette formation, donc ça a été validé, financé, et je fais cette formation, par exemple pour être, je sais pas, pâtissier. Je me rends compte que finalement ça ne me plaît pas du tout, c'est trop physique, les horaires, voilà. Au cours de la formation, est-ce que je peux interrompre la formation et ensuite retourner à mon travail et puis bah voilà, j'ai rien à devoir à personne? Alors, c'est vraiment dommageable et Oui. on va se dire que c'est gâché. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que la personne a une autorisation d'absence. Quand on demande une autorisation pour être en congé payé, hein, chaque année, hein, voilà, c'est pas parce qu'il pleut que on va dire à son employeur, oh, c'est dommage, il pleut, bon ben en fait je reviens et puis je prendrai mes vacances plus tard. La personne, elle a demandé une autorisation d'absence et l'entreprise, elle s'est peut-être organisée en conséquence. C'est-à-dire que elle a peut-être remplacé cette personne qui est partie en formation. Et donc, l'entreprise peut, et réglementairement, elle aurait le droit de dire, bah, attends, je t'ai donné une autorisation de telle date à telle date, et jusqu'à cette date-là, je veux pas te voir. Ouais. Et donc, si la personne arrête sa formation pour laquelle on a accordé un financement, nous, bah, qu'est-ce qu'on fait? C'est une personne, elle est responsable, elle est citoyenne, donc, bah, on prendra compte de sa décision, on dira, bon, bah, si vous voulez arrêter, ben, on arrête aussi nos financements. Donc, la personne, si elle peut pas réintégrer son entreprise, eh ben, elle va se retrouver en congé sans solde. Donc, attention à pas prendre une décision inconsidérée rapidement. Après, elle peut se rapprocher de nous déjà pour essayer d'expliquer la situation. Qu'est-ce qu'elle vit? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vraiment le projet qui doit être réinterrogé? Est-ce que c'est les conditions de mise en œuvre de ce projet? Est-ce que le centre de formation? Est-ce qu'il y a des difficultés? Est-ce qu'on pourrait faire de la médiation? On a un service qualité qui peut être saisi de toutes les réclamations qui pourraient exister pendant un parcours de formation. Et si je termine ma formation, voilà, donc je termine ma formation, mais finalement, je me dis, bon, oui, ça m'a intéressé, mais j'ai quand même envie de retourner dans mon entreprise parce que ça me rassure, finalement, j'aimais bien mon quotidien. Est-ce que je peux le faire? Bien sûr, bien sûr. Vous restez salarié pendant toute la durée de la formation. Ouais. Donc, ce sera l'employeur qui va payer comme d'habitude. Vous allez recevoir votre bulletin de salaire comme d'habitude. Et nous, on va rembourser l'entreprise sur le salaire, les charges patronales, les indemnités de congés payés. Bref, de manière à ce que ça ne coûte rien à l'employeur. Alors, à la fin de la formation, effectivement, soit le salarié va partir sur un nouveau chemin
pour lequel il vient d'être formé. Et puis, donc, soit il pourra faire une rupture conventionnelle ou une démission s'il a déjà trouvé un autre employeur, ou bien il va pouvoir réintégrer son entreprise à la fin de sa formation. Le contrat de travail est suspendu, Clairvy, pendant la formation. À la fin de l'autorisation d'absence, voilà, la personne peut récupérer son poste. La personne, elle finit son parcours de formation dans le cadre du dispositif BTP. Elle retrouve sa fonction, son poste et les avantages. Thierry disait, tout est maintenu. L'ancienneté perdure, les droits à la retraite, les droits à la mutuelle, tout ça perdure. Ça, c'est vraiment se reconvertir sans aucun risque. On peut même décider de finalement arrêter sa reconversion, quoi. C'est extraordinaire, ouais. Mais quand même, nous, on met en garde les salariés en leur disant « Attention, ce dispositif étant tellement extraordinaire, ne le gâchez pas. Prenez donc peut-être un peu plus de temps pour réfléchir à votre projet de reconversion. » Pour réfléchir, voilà, un pâtissier qui se rend compte une fois qu'il est en cours de formation, qu'il va devoir bosser à Noël, le soir, la nuit, etc. Ouais. Bon, on peut se poser des questions sur comment est-ce qu'il a préparé son projet. Bon, mais s'il arrête, c'est son choix. Mais après, qu'il revienne pas nous voir dans 1 an, dans 2 ans, en disant tiens, finalement, avant je voulais être pâtissier, maintenant je vais être boucher. Parce qu'on va lui dire bon, désolé monsieur, quoi. Enfin, vous allez pas être prioritaire. Voilà, nous, l'asso, on essaie d'offrir cette chance-là à tous les salariés. À partir du moment où il y en a un qui a gâché, je dirais, cette opportunité-là, bon, ben, il va peut-être devoir attendre à nouveau que le train repasse, hein. Et en attendant, il sera peut-être pas prioritaire. Donc, faut pas gâcher cette opportunité qui est magique, vraiment magique, extraordinaire. C'est vrai que quand on en parle aux autres, avec des collègues des autres pays, ils croient rêver quand on leur dit ça. Thierry le disait, il y a un délai de franchise entre 2 PTP. Ça peut aller jusqu'à 6 ans. Donc, bon, faut ne pas se tromper au départ. Ce serait dommage. Et peut-être justement, en parlant de dates, est-ce qu'il y a des dates contraignantes avec des commissions? Est-ce qu'il y a des moments pour se lancer? Encore une légende urbaine. Tiens. Alors, ouais, non, il y a chez nous, en tout cas, il y a des commissions tous les mois de l'année. D'accord. Les dossiers, il y a quand même des règles à suivre. Les dossiers passent en commission 2 mois avant le démarrage de la formation. Donc, bien évidemment, c'est en septembre ou en octobre qu'il y a le plus de formations qui démarrent. Donc, ce sont les commissions de juillet qui vont avoir, en termes de volume, le plus de dossiers à traiter. Mais, comme depuis le temps qu'on existe, on maîtrise un petit peu ces choses-là, c'est également sur ces commissions de juillet qu'il y a le plus de budget qui est alloué, que ce soit en phase avec le nombre de dossiers qui nous sont déposés, et pour que finalement, tout soit lissé au niveau de l'année, pour que ce soit le plus équitable possible pour l'ensemble des salariés, quel que soit le mois de l'année dans lequel ils vont vouloir démarrer leur formation. Est-ce que vous auriez peut-être un exemple à nous donner de quelqu'un qui s'est reconverti récemment grâce à vous? On en aurait des centaines, des milliers. Oui, c'est combien de personnes vous avez aidé à vous reconvertir depuis que vous travaillez pour Transition Pro? Transition Pro, c'est on finit notre 3e année d'existence, puisqu'avant c'était le fonds GESIF. Donc tout à l'heure, j'ai donné les chiffres. On était quoi? On est à 1500 de PTP l'année dernière qu'on a réussi à financer. C'est ça. Bon, si en 2020, 2021, c'était moins probant parce qu'il y avait une situation sanitaire quand même qui a demandé beaucoup de réactivité, d'ingéniosité, de créativité de la part des organismes de formation, de créer ce qu'on appelle du e-learning, hein, parce que voilà, le modèle avant c'était plutôt le modèle présentiel. Si on revient à des chiffres sur 2021, sur le national, il y a eu plus de 20 000 personnes, 20 000 dossiers PTP qui ont été acceptés. Donc plus de 20 000 personnes qui potentiellement ont changé de vie. Ouais. Donc 20 000 sur le PTP, presque 16 000 dossiers démissionnaires qui ont été acceptés également, hein, donc on l'a vu pour les 2 tiers en tout cas pour des projets de création d'entreprise, et plus de 15 000 dossiers CLEA aussi qui ont été acceptés, hein, sachant que CLEA, c'est un dispositif qui est souvent utilisé justement par des publics qui ont peu
ou pas de diplôme, et ce certificat pour eux, c'est souvent la première marche, la première étape. Et quand on organise, nous on organise des sessions de délivrance des certificats, quand on voit l'émotion de ces gens-là qui viennent souvent d'ailleurs avec leur famille pour recevoir ce certificat, je suis sûr qu'ils l'encadrent de chez eux, parce que c'est en haut de la cheminée. Ah bah oui. Permettre aux gens ainsi de s'émanciper par rapport à des situations personnelles, professionnelles, matérielles, voilà, de contribuer à cette évolution, à ces reconversions. C'est plein d'histoires, de vie qu'il y a derrière ces dispositifs. L'année dernière, c'est quand même 2 dossiers sur 3. Oui. Bon, 60% des dossiers PTP ont été financés, donc ce qui est quand même pas mal du tout. Alors, on cherche toujours à faire mieux, mais quand on voit à 25 000 € le dossier, vous imaginez la manne financière que ça représente au total. Alors, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui hésite encore à se reconvertir? S'il hésite encore après nous avoir écoutés pendant 1 heure, là, on comprend plus. Pourquoi hésiter? Alors, dernière question, c'est toujours la question que je pose à la fin. C'est quoi pour vous une reconversion réussie? C'est une question qui est pas facile à répondre. Moi, je pense qu'une décision réussie, c'est une décision où la personne est encore une fois acteur-auteur, c'est-à-dire qu'elle a vraiment décidé que c'est un choix voulu et non pas un choix subi, qui va vraiment lui permettre de passer d'une situation A à une situation B. Pour moi, ça va être aussi les retours que peuvent nous faire certains salariés, et ça, c'est vrai que ça nous fait chaud au cœur, des petits mails, des petits messages qui nous disent voilà, j'ai terminé ma formation, je me suis éclaté pendant 1 an, merci, grâce à vous, je démarre une nouvelle vie, ou bien qui nous recontactent même en étant déjà dans cette nouvelle vie et qui nous disent voilà, merci, parce que vraiment ça correspondait à tout ce que je souhaitais dans cette nouvelle activité professionnelle. Donc grâce à vous, vous m'avez aidé à franchir le pas. Donc moi, j'aurais dit une reconversion réussie, c'est le sourire aux lèvres et les yeux qui brillent d'un salarié qui nous tient au courant après, quoi. Voilà, c'est ça. Le plaisir qui devient réalité. C'est ça. Grâce à vous, ça sera peut-être la réalité des auditeurs du podcast. Si jamais les auditeurs ont encore une question, besoin d'informations, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qui n'hésitent pas à nous contacter, à nous appeler, à créer leur espace personnel sur notre site internet. Il y a la possibilité de nous envoyer des messages, de sonner à notre porte. Venez. N'hésitez pas, ne soyez pas timide. On n'a jamais mangé personne. Au contraire, vous serez toujours bien reçus. On vous écoutera, on prendra le temps de vous écouter et de vous aider. Donc, n'hésitez plus. Merci beaucoup, Pascal et Thierry. Donc, je mettrai le lien de votre site internet, vos coordonnées pour que les auditeurs puissent venir à vous. Vraiment un grand merci, puisque je sais que pour les auditeurs, le gros frein, c'est les finances. Donc, merci beaucoup, parce que je sais que grâce à vous, beaucoup d'auditeurs vont oser la reconversion. Ils osent oser. Merci. Merci Clairvy, merci à vous. Merci Clairvy. Et voilà, fini pour aujourd'hui. Pour plus d'informations sur les moyens de financer votre conversion, rendez-vous sur www.transition-pro-na.fr. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast, abonnez-vous, laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur YouTube sous le pseudo Clairvy Rose ou par mail à l'adresse clairvyrose@gmail.com.